Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu War of the Ring, publié par Ares Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir pas mal tout ce qu'il y a moyen de faire avec les dés d'action. On va se garder peut-être des petites choses compliquées, là, comme ce qui a rapport avec la communauté de l'anneau, puis les combats, là, mais on va voir pas mal tout le reste. Alors, je vous ai préparé une petite sélection encore là de mon cru. J'ai trouvé que c'était un visuel ici de rappeler toutes les faces d'un dé d'action, là. Donc, je rappelle, c'est des dés custom à 6 faces. Donc, voici toutes les faces qui se trouvent sur le dé du Free Peoples. Et voici toutes les faces qui se trouvent sur le dé du Shadow Player. On va passer à travers en détail. Fait que d'abord, on en a parlé dans une vidéo précédente, le Fellowship, le Free Peoples Player, en fait, a une face de dé qu'on appelle le Will of the West qui peut soit être utilisé spécifiquement pour amener en jeu Gandalf le Blanc et Aragorn, comme on va voir quand on va parler des compagnons plus en détail dans une autre vidéo, ou qui peut être utilisé comme un joker, c'est-à-dire que vous prenez vraiment ce dé-là et au moment où vous l'utilisez, là, vous le tournez sur l'une des quatre autres faces de votre choix. Donc, ça donne de la flexibilité, c'est quand même intéressant, mais en soi, à part amener Gandalf le Blanc et Aragorn en jeu, là, ce dé-là se comporte comme n'importe lequel des quatre autres faces du dé du Free Peoples. L'œil, dans le cas du Shadow Player, on en a parlé, dès qu'un œil est brassé, il s'en va directement dans le Hunt Box en bas à gauche du board et il va être dédié à la traque de l'anneau. Donc jamais le Shadow Player utilise un œil pour faire une action. Dès que cette face-là est brassée sur un dé, le dé s'en va instantanément dans la Hunt Box. Donc ce ne sera pas plus long. On va parler évidemment de comment traquer les porteurs de l'anneau dans un autre vidéo, Send to Unbox, pour m'en débarrasser. Voilà. Fait que, mais pour l'instant, là, s'il n'y a pas d'action spéciale d'associer à ce dé-là. L'action d'événement qui est disponible aux deux joueurs et qui fait la même chose pour les deux joueurs, l'action d'événement vous permet soit de piger une carte de n'importe lequel de vos decks dans lequel il reste encore au moins une carte, et rappelez-vous, après avoir pigé une carte, si vous dépassez la limite de 6, vous devez défausser instantanément. Alors, si vous aviez déjà 6 cartes et vous pigez une carte avec une action d'événement, vous devez discarter euh, down à 6 cartes. Fait intéressant à noter, ça montre comment le jeu peut être compétitif, là, mais en théorie, quand vous discartez une carte de cette façon-là, vous la discartez face down, face cachée. C'est quand même pas fréquent dans les jeux. Là. Habituellement, la discard pile est toujours de notoriété publique. Dans War of the Ring, évidemment, quand vous jouez des événements, votre adversaire les voit, là, mais quand vous discartez une carte, c'est fait dans le secret. Alors votre adversaire, même s'il connaît toutes les cartes du jeu, n'est pas en mesure de savoir quelle carte vous avez discartée, étant donné qu'elles sont toutes uniques. C'est vrai qu'il pourrait être intéressé de savoir, ah, il s'est débarrassé de cette carte-là, fait que j'ai plus à m'en soucier, mais non. Quand vous devez discarter une carte, c'est fait face down. L'autre option que vous avez, c'est de jouer n'importe quelle carte de votre main. Peu importe de quel deck elle provient, vous pouvez jouer n'importe quelle carte de votre main et on va voir les cartes en détail. Évidemment, vous n'en sauverez pas, ça va faire l'objet d'une vidéo à part entière. Mais quand vous jouez une carte comme ça de votre main, là, avec une action événement, là, vous jouez la portion du haut de la carte. La portion du bas est la carte de combat qu'on va voir quand on va parler des combats. Alors, c'est assez simple cette action-là, donc un ou l'autre, on le rappelle, et c'est la même chose pour les deux joueurs. Ensuite, il y a le dé de Muster qui ressemble à ça, celui du Free Peoples, qui ressemble à ça pour le Shadow. Avec le dé de Muster, bon, il y a quatre choses que vous pouvez faire, pas moins de quatre choses que vous pouvez faire. En fait, trois pour le Free Peoples, quatre pour le Shadow Player. Une chose qui est commune, c'est d'être capable de jouer une carte de type Muster de votre main. Alors là, ça devient important de prêter attention à l'icône qui se trouve en haut à droite de la carte. Alors j'ai mis un exemple là, de carte muster, une pour le Free Peoples, une pour le Shadow Player. Là. Le dessin ressemble étrangement au dessin qu'il y a sur le dé, mais sachez que les 24 cartes du deck Character ont toutes une épée en haut à droite. Par contre, les cartes stratégie, là, vous avez un mix entre des cartes muster et des cartes armées. Donc, c'est important, si vous voulez jouer une carte de votre main à partir d'un dé Muster, il doit s'agir obligatoirement d'une carte stratégie qui a l'icône
de muster en haut à droite. Alors, par exemple, je ne pourrais pas jouer les Rangers de Faramir, qui est une carte de type armée, et le Shadow ne pourrait pas jouer Shadows Gather non plus avec un dé de muster. L'icône ne fit pas. Là. Donc, vous pouvez jouer des cartes de votre main en autant qu'il y ait le bas d'icône en haut à droite. À noter que vous ne pouvez pas piger des cartes avec ce dé d'action-là. Vous pouvez seulement jouer des cartes de votre main. Alors, si vous voulez piger des cartes, vous allez devoir utiliser la boule de cristal qu'on a vue avant. Puis je rappelle que vous pigez 2 cartes au début de chacun de vos tours. Voilà, on va se débarrasser de ça. Temporairement, what? OK. Deuxième chose que vous pouvez faire avec un dé Muster, c'est exclusif au Shadow Player, c'est d'amener en jeu là, un de ces 3 minions. Donc soit Saruman, le Witch King ou la bouche de Sauron. Encore là, on va passer éventuellement là, les characters en détail, mais si je vous montre un petit spoiler avec Saruman, vous avez toujours des instructions pour chaque minion. Là, il doit y avoir certaines conditions qui sont en jeu, là, mais ça va toujours systématiquement dire You may use one muster action die. Alors vous devez utiliser un dé d'action muster pour l'amener en jeu quand les conditions sont en place. Alors c'est exclusif. Comme je disais, le Free People's Player, là, c'est ses compagnons là, version améliorée, là, qui sont Gandalf le Blanc et Aragorn. Ils les amènent en jeu via un Will of the West. Encore là, quand les conditions sont en place. Et dans le cas du Shadow Player, il amène ses 3 minions en jeu via un dé d'action Muster. OK, l'autre chose importante qu'on peut faire avec un dé d'action Muster, c'est de venir avancer le marqueur d'une nation sur la traque politique qui est ici. Alors, sur cette traque politique-là, j'en ai parlé brièvement quand on a fait le tour du board. Les 8 marqueurs des 8 nations, 3 méchantes, 5 gentilles, sont là. Ils commencent à un endroit là, différent. Évidemment, les méchants commencent plus proches de la fameuse case ultime là, qui est d'être en guerre. Les nations des peuples libres, pour la grande majorité, à part le Gondor, là, commencent assez loin de de cette case-là. Là. Alors, avec un dé Muster, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le marqueur d'une nation et le baisser d'une case. Tout simplement. Vous ne pouvez pas faire passer une nation en guerre tant qu'elle n'est pas active. Alors, c'est pas un problème pour le Shadow Player parce que ces 3 nations commencent la game active. Par contre, c'est tout un casse-tête pour le Free People's Player parce que seuls les elfes commencent actifs. On le reconnaît là, avec l'espèce de bande bleue autour du marker. Là. Donc, quand on flippe, ces marqueurs-là sont double-sided. Quand ils sont passifs, là, ils ont comme une bande grise autour. Quand ils sont actifs, ils ont une bande bleue autour. Donc, on a 4 nations Free People sur 5 qui commencent la game inactive. Alors, inactive, on va se le dire, c'est comme si les nations des Free People étaient un peu dans le déni, là, comme on a vu beaucoup dans le livre et dans les films. Euh, Ils n'osent pas se mouiller, ils n'osent pas se commettre, ils n'osent pas s'engager, ils sont inconscients du danger. On peut arriver avec toutes sortes d'explications, là, mais bref, sont très réticentes à passer en guerre. Ils vont avoir besoin d'être brassés pour être capables de tomber en guerre. On va voir comment ça peut être fait, là, mais pour l'instant, retenez que même si je prends un dé Muster puis je descends le Gondor, après ça, là, je ne pourrais pas prendre un autre dé d'action Muster pour amener le Gondor en guerre tant que le Gondor n'aura pas été activé. Alors, ils sont jamais là, ils sont presque en guerre, mais ils sont pas en guerre avec toutes les malheureuses limitations qui s'ajoutent à ça. Là. Je vais devoir trouver une façon de les activer pour qu'ils puissent passer en guerre. Mais quand même, rien ne vous empêche de vous préparer, comme on va le voir dans les stratégies, puis de descendre certaines nations que vous sentez commencent à être menacées, pour que justement, là, quand ils vont finir par être actives, qu'ils puissent tomber en guerre le plus rapidement possible. Et je répète, c'est pas un problème pour le Shadow Player. Là, entre autres, Sauron et Lysangar sont à une case d'être en guerre et ils sont activés. Les Southrons et Easterlings sont à 2 cases d'être en guerre, mais au moins sont activés aussi. Fait que Muster Action Die, aussi simple que de prendre le marqueur d'une nation puis de la descendre d'une case sur cette track-là. Et la dernière chose qu'on peut faire avec un dé d'action Muster, c'est de recruter des troupes.
Donc, pour recruter des troupes, déjà là, vous allez voir, là, c'est là que tous les éléments commencent à se mettre en place. Il faut être en guerre pour recruter des troupes. Alors, une nation qui n'est pas en guerre ne peut pas recruter de troupes, entre guillemets, par les voies naturelles. Donc, avec un dé d'action, Muster ne pourra pas recruter de troupes. Encore là, est dans le déni. Ça sert à quoi de lever des armées? Nous ne sommes pas en guerre contre personne. Alors, il n'y a pas moyen de faire l'action, même si ça vous démange et vous pouvez plus, là. Fait que, ils vont pouvoir quand même des événements, comme dans tous les jeux, là, les événements vont être capables de bypasser cette limitation-là, là, mais encore là, via un dé classique, Muster, vous ne pouvez pas euh, amener des renforts là, pour une nation qui n'est pas en guerre. Ceci dit, assumons qu'une nation est en guerre, vous avez quatre possibilités de renfort quand vous utilisez un dé d'action Muster. La première option, c'est d'amener une unité élite. Une unité élite dans un settlement de la nation en question. Alors, c'est là que les fameux villages, les towns, comme Bree, comme Karok, même si elles ne valent rien en victory points, même si elles ne donnent pas de bonus défensif, peuvent être intéressantes parce qu'on peut y lever des troupes, autrement dit. Alors, tant que Karok n'a pas été conquise par le Shadow Player, si le Nord est en guerre, il peut lever des troupes à Karok. Alors, une nation est jamais, entre guillemets, complètement exterminée tant qu'elle n'a pas perdu, là, dans le fond, son dernier. Tant qu'elle n'a pas perdu son dernier settlement, il y a de l'espoir, elle peut lever des troupes dans les settlements qui lui restent. Évidemment, on peut faire ça dans des forteresses, on peut faire ça dans des cités, mais le point ici, là, j'insiste, on peut le faire aussi dans des towns, si elles n'ont pas été conquises encore par le Shadow Player. Alors, une unité élite dans n'importe quel settlement libre de la nation. Ça, c'est la première option. Deuxième option, une unité régulière dans deux settlements distincts. Il y a en fait une règle fondamentale quand vous utilisez un dé d'action Muster, là, vous ne pourrez jamais mettre deux figurines dans la même région avec un seul dé d'action de Muster. Alors, l'élite, ça c'est correct. Même si c'est une élite, c'est une figurine. Alors, c'est pour ça que je disais la première option, vous amenez une unité élite dans un settlement. Mais si vous décidez d'amener deux unités régulières, il va falloir que ce soit dans deux settlements différents. Vous pourriez quand même, ça c'est intéressant, ça peut être intéressant, si vous avez plus qu'une nation qui est en guerre, bien, vous pourriez par exemple amener une unité régulière du Nord, puis une unité régulière par exemple du Rohan. Alors c'est correct, ça n'a pas besoin d'être deux unités qui viennent de la même nation, mais les deux nations doivent être en guerre, et évidemment dans ce cas-là, ça va être sûr, là, mais les deux unités doivent être placées dans deux régions différentes. Troisième option que vous avez, une unité et un leader. Encore une fois, dans deux régions différentes. Alors je rappelle que les leaders, dans le cas des peuples libres, il s'agit des espèces de figurines grises avec un porte-étendard. Je rappelle que ces figurines-là ne peuvent pas exister sans être avec une armée. Fait que, par exemple, même si le Rohan est en guerre, je ne pourrais pas recruter un leader du Rohan tout seul à West Emnet. Je dois le recruter à un endroit où il y a déjà des unités, là. Un leader du Free Peoples ne peut exister seul dans une région, doit toujours être accompagné d'une armée. Fait intéressant à noter, n'oubliez pas que les deux fortifications qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire les Fords of Isen et Osgiliath, ne sont pas des settlements. On ne peut pas recruter aux Fords de l'Isen ni à Osgiliath. Okay, ce sont des fortifications, ça donne un bonus défensif, par contre ça donne pas de VP et on ne peut pas recruter là. Ça doit être une town, une cité ou un stronghold, une forteresse. Donc, une unité régulière, un leader dans deux régions différentes. Encore là, ça pourrait être deux nations différentes. Si vous avez plus qu'une nation qui est en guerre, c'est correct. N'oubliez jamais aussi que, bon, les limitations, ce que vous voyez là, c'est ce qu'il y a de disponible. Alors, quand il n'y a plus de leader, il n'y a plus de leader. Par exemple, les elfes commencent déjà avec tous leurs leaders sur le board. Alors, il y en a des leaders des elfes, là, mais il y en a déjà un par forteresse et that's it. Ils sont tous sur le jeu. Vous ne pourrez jamais, comme Free Peoples, recruter de nouveaux leaders elfes. Par contre, pour les autres nations, là, il y a des leaders quand même pas mal de disponibles, mais vous êtes limité par ce qu'il y a là.
Vous ne pouvez pas recruter plus que ce qu'il y a là. Et rappelez-vous, surtout dans le cas des Free Peoples, une unité ou un leader qui meurt, bye bye. Gone for good, de retour dans la boîte, en pénitence dans la boîte. Les unités, les leaders Free Peoples qui meurent ne reviennent pas dans le jeu. C'est vraiment un stock, c'est un manpower limité, là. Quelque chose à faire attention. Donc, une unité régulière, un leader dans deux régions différentes. Dans le cas du Shadow Player, ses leaders à lui, ce sont les Nazgûl. Donc, je l'ai dit aussi dans le vidéo précédent, là, il y a 4 Nazgûl qui sont disponibles pour être recrutés. La seule petite particularité des Nazgûl, c'est qu'ils peuvent seulement être recrutés dans des forteresses de Sauron. Donc, des forteresses rouges, si on veut. Alors, vous ne pourriez pas recruter, par exemple, un Nazgûl à Orthanc, même si c'est une forteresse, et vous ne pourriez pas en recruter à Umbar, même si c'est une forteresse. Autrement, les mêmes règles s'appliquent. Vous pourriez décider de recruter une unité régulière, euh, même un Southron et Easterling. Vous pourriez recruter une unité régulière de cette nation-là ici, à North Rune, et vous pourriez recruter, par exemple, un Nazgûl à Dol Guldur. Unité régulière, leader dans deux régions différentes, c'est clean. Et la dernière option que vous avez, vous l'avez peut-être vu venir, mais vous pourriez recruter deux leaders. Encore là, dans deux régions différentes, pas nécessairement de la même nation. Et le Shadow Player pourrait décider de recruter deux Nazgûl de cette façon-là, dans deux régions différentes, et ce doit être des forteresses de Sauron. Alors voilà tout ce qu'on peut faire avec un muster action. Évidemment, du recrutement manuel comme ça va être plus le Free Peoples qui va faire ça, je vous dirais, là, parce que le, le Shadow Player là, a des événements là, qui font apparaître là, des quantités massives de troupes, là, ce qui fait que c'est assez rare, puis il y en a beaucoup déjà sur le board en partant, fait que c'est assez rare quand on est le Shadow Player qu'on va flober beaucoup de dés d'action muster pour recruter. On va plutôt jouer des gros événements et avancer nos forces déjà impressionnantes là, pour mettre de la pression tout de suite sur le Free Peoples avant qu'il ait le temps de s'organiser. OK, ceci étant dit, un autre dé qui mord la poussière, voilà, c'est fait, c'est fait. L'action d'armée, fait que je répète pour le Free People, c'est un peu particulier, là. Vous n'avez qu'une seule face avec le symbole d'armée. Et cette face-là contient aussi le symbole muster. Alors, quand vous brassez ça comme Free Peoples, vous avez le choix. Vous ne faites pas les deux, vous avez le choix entre utiliser une action de muster, les quatre trucs, les 3-4 trucs qu'on vient de voir, là, 3 trucs si vous êtes le Free Peoples player, ou une action d'armée. Le Shadow Player, lui, par contre, a une face de son dé qui est exclusivement le symbole d'armée et a aussi une face là, avec les deux symboles dessus, Muster, armée. Et lui aussi, s'il utilise cette face-là, il doit choisir s'il fait une action de Muster ou une action d'armée. Alors, vous l'avez vu venir encore une fois. Première chose que vous pouvez faire avec ça, c'est de jouer une carte de votre main qui a le symbole armée en haut à droite. Alors, ces cartes-là sont aussi des cartes stratégie, mais comme je disais, votre deck stratégie est splitté à peu près 50-50 avec des cartes de type muster puis des cartes de type armée. Alors, si vous jouez spécifiquement un dé de type armée, vous ne pouvez utiliser là, que les cartes qui ont ce symbole-là en haut à droite. Même principe, vous ne pouvez pas piger de cartes avec ce symbole-là, seulement jouer des cartes existantes de votre main qui ont le symbole. Bon, deuxième chose, c'est que ces dés-là, évidemment, vont être utilisés surtout pour déplacer des armées. Alors, ça veut dire quoi, déplacer des armées? Ben, ça veut dire les bouger d'une région adjacente. Fait qu'avec une action d'armée, vous pouvez déplacer deux armées distinctes d'une région chacune. Alors, c'est important. Une seule armée ne peut jamais bouger de deux régions avec un seul dé. Vous bougez deux armées distinctes de une région chacune. Alors, je ne pourrais pas utiliser un dé armé pour dire, tiens, je bouge eux autres ici. Et avec ma deuxième action ou avec mon deuxième mouvement, j'en profite pour les bouger ici. Alors, pas légal. Vous avez le droit de faire votre premier mouvement comme ça. Puis après ça, vous pourriez dire, je prends cette deuxième armée distincte-là et eux autres aussi, je les bouge d'une région.
Alors évidemment, on ne peut pas traverser les fameuses frontières infranchissables qui sont noires ici comme ça. Là. Il y en a à différents endroits sur le board. On a une limite aussi de nombre d'unités qui peuvent se trouver dans une région. Cette limite-là, c'est 10. Alors, une région ne peut pas contenir plus de 10 unités, qu'elles soient régulières ou élites, ça n'a pas d'importance. Pour y avoir 10 unités d'élite ou 10 unités régulières ou 5 de chaque dans une région, c'est bien correct. Les leaders, les Nazgûl et les compagnons ne sont pas comptés dans cette limite-là. Alors, vous pourriez avoir 10 unités et 8 Nazgûl, si vous voulez, dans une région, c'est correct. C'est vraiment une limite en termes de nombre d'unités dans la région. Évidemment, vous pouvez décider, comme si eux autres partent d'ici, vous pouvez décider de splitter l'armée avant de la faire se déplacer. Fait que je pourrais dire, par exemple, ici, je décide de bouger seulement 3 units sur les 5 qui étaient là avec le Nazgûl, c'est correct. Les deux autres restent en arrière, parfait, il n'y a pas de problème. Vous pourriez, si l'autre armée commençait ici, vous pourriez décider avec votre deuxième mouvement de les faire se déplacer ici. Alors, vous pouvez avoir des unités de nations mélangées à l'intérieur de la même région, il n'y a pas de problème. Si on exclut les forteresses qui sont assiégées, une région devrait toujours contenir uniquement des unités gentilles ou méchantes. Une autre énorme restriction importante à comprendre, c'est que tant qu'une nation n'est pas en guerre, elle ne peut pas franchir les frontières d'une autre nation. Alors, c'est à ça que ça sert, entre autres, là, le petit encerclage de couleurs des nations ici. Fait que, par exemple, si les elfes ne sont pas en guerre, je ne pourrais pas décider de déplacer cette armée-là ici. Parce que là, ils viennent de traverser et de pénétrer dans le territoire du Nord. Et ça, ce n'est pas correct. Le Nord ne voit pas ça d'un bon œil. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Nous ne sommes pas, tu sais, fait que les elfes d'ailleurs ne voient pas la pertinence de ça non plus, ils ne sont pas en guerre, ne sortent pas de chez eux. Fait que c'est thématiquement encore, là, c'est toute la méfiance, là, puis les relations difficiles qu'il pouvait y avoir entre les nations des peuples libres, là, qui est représentée par cette règle-là. Alors, la règle est vraiment que vous ne pouvez pas traverser de frontières d'une autre nation. Ces mêmes elfes pourraient décider de s'en venir ici. Est-ce que ça s'appelle comment ça? Northern Mirkwood. Northern Mirkwood c'est comme une région neutre, si on veut, là, qui n'est pas dans aucun territoire comme tel. Alors ça, ils ont le droit. Mais ils ne peuvent pas, même si c'est une nation amie, ils ne peuvent pas. Fait que, par exemple, vous voyez des armées, ça c'est le classique, vous voyez des armées du Shadow qui sont massées ici, qui s'apprêtent à attaquer Dale. Le Nord n'est pas en guerre, mais les elfes sont en guerre. Ça serait très tentant de bouger les elfes ici pour aider à la défense de Dale. Vous ne pouvez pas faire ça. Et évidemment, dans le cas de Sauron, ben, ça fait en sorte qu'il ne peut pas piétiner les terres des peuples libres. Lui aussi, le Shadow Player aussi, et a cette limitation-là. Alors, il ne peut pas commencer à piétiner les nations des peuples libres tant que ces nations ne sont pas en guerre. Dans le cas de Sauron, généralement, ça va se faire très, très rapidement. Dans le cas du Shadow en général, d'habitude, dès le premier tour, c'est une des premières affaires qu'on fait, d'amener Sauron en guerre, les Sangars en guerre, là, pour avoir une liberté de mouvement, comme on dit. Donc, ça va pour ça. Dernière chose que vous pouvez faire avec un dé d'armée, c'est d'attaquer. Et là, c'est probablement quelque chose qui est moppé par, bon, qui est mal joué par beaucoup de gens sur la planète. Alors, essayez de ne pas grossir les rangs de ces personnes-là. Mais lorsqu'on attaque, dès qu'on attaque avec une action d'armée, on ne peut faire qu'une seule attaque. Alors, si vous ne faites que déplacer des armées, vous êtes capable de déplacer deux armées d'une région chacune. Mais dès que vous décidez de faire une attaque, c'est la seule chose que vous allez faire avec votre action d'armée. Alors encore là, vous ne pouvez pas dire, bon ben, cette armée-là ici va attaquer Osgiliath et avec mon deuxième mouvement, je vais bouger cette armée-là ici. Oubliez ça. Dès que vous faites une attaque, c'est tout ce que vous allez faire avec votre action armée.
Et fait intéressant à noter, parce que c'est pas souvent comme ça dans les jeux, là, mais dans ce jeu-là, quand on décide d'attaquer, on ne bouge pas physiquement nos units dans la zone occupée par l'ennemi. Alors, par exemple, dans ce cas-là, on dirait vraiment ça, j'attaque de North Ithilien contre Osgiliath. Et les units restent chacune dans leur région. On va résoudre le combat et dépendamment comment le combat se déroule, évidemment, si l'attaquant gagne, si le défenseur est éliminé, si le défenseur retraite, ben là, ces fameuses units-là vont pouvoir pénétrer dans Osgiliath. Mais si jamais l'attaque, passez-moi l'expression, chie pour une quelconque raison, ben les unités de Shadow vont rester en North Ithilien et ne pourront pas avancer. S'ils décident de cesser l'attaque ou peu importe, on va voir tous ces détails-là quand on va parler du combat. Là. Mais quand vous attaquez, vous ne bougez pas physiquement vos unités dans la région qui est attaquée. Vous devez, par contre, 90% du temps, vous allez attaquer avec tout le monde. Mais si jamais, pour une raison X, parce que vous voulez protéger certaines unités ou peu importe, là, si jamais pour une raison X, vous n'attaquez pas avec tout le monde, vous devez quand même à ce stade-ci préciser, exemple, j'attaque avec les 3 orques et le Nazgûl. Donc, eux autres ne font pas partie de l'attaque, ne peuvent pas subir de pertes, ne contribuent pas non plus de force au combat et ne pourront pas avancer si jamais l'attaque est un succès. Alors, c'est pour ça que souvent, bon, le Shadow, qui est typiquement lui qui attaque le plus souvent, va avancer plutôt comme un bulldozer, là, avec ses grosses stacks de 10 unités, là, va vraiment là, ramasser les terres du milieu comme ça. Là. Mais c'est possible d'attaquer avec une partie d'une armée dans une région. À ce moment-là, il faut être clair au début. Et là, même si on a été plus chanceux qu'on pensait, puis qu'on disait, ah ben là, d'abord, ça a bien été, eux autres vont avancer. Non, non. Ils ne faisaient pas partie du combat au début. Alors, c'est pas vrai qu'après ça, ils disent, ah, vous avez gagné, bon, on s'en va avec vous autres, oubliez ça. Là. Fait que, mais la majorité du temps, stressez-vous pas trop avec ça, là, vous allez attaquer avec tout le monde. Et encore là, on ne peut pas attaquer une armée ennemie à moins d'être en guerre. Et là, des fois, les gens vont dire, ben, ça va de soi, Marco, tu viens de dire qu'on ne peut pas traverser de frontières quand on est en guerre. Mais si les futés parmi vous auront peut-être remarqué, entre autres, que Osgiliath contient des unités du Gondor, mais ne fait pas partie du Gondor officiellement. Alors, si on voit la frontière bleue, là, pardon, la frontière bleue ici n'inclut pas Osgiliath. Alors, Osgiliath est comme, malgré qu'il y a une fortification, Osgiliath est comme une région qui n'appartient pas au Gondor, mais n'empêche, pour l'attaquer, Sauron, les Southrons ou Easterlings, peu importe, doivent être en guerre. Alors évidemment, on peut se faire attaquer quand on n'est pas en guerre. C'est d'ailleurs la façon que la majorité des nations vont être activées. Alors dès que vous vous faites attaquer, là, votre nation est activée. Là, il y a des limites au déni, là, puis au scepticisme. Donc une fois que vous vous faites attaquer, là, c'est un peu le wake-up call, vous vous activez. Là. Euh, mais vous n'êtes pas capable d'initier d'attaque tant que vous n'êtes pas en guerre. OK, ça c'est fait. Ça c'est fait également. Et ma foi, ça c'est fait aussi. Alors, il nous reste une seule phase de dés à traiter, mais c'en est toute une, là. Le character action. Bon, on va commencer avec les affaires faciles. Fait que les deux camps avec un character action peuvent jouer une carte character de leur main. Alors, si je vous montre de quoi ça a l'air. Fait que toutes les cartes character vont toutes avoir le même symbole, là, qui est le même épée qu'il y avait sur le dé tantôt. Là. Fait que vous pouvez encore là, pas piger, mais vous pouvez jouer une carte character de votre main avec ce dé-là. L'autre chose semblable à ce qu'on a vu, c'est que vous allez pouvoir déplacer une armée d'une région, mais cette armée-là doit absolument contenir au moins un leader. Au moins un leader slash compagnon slash minion. Donc soit un Nazgûl, soit un leader comme ça des peuples libres, soit un compagnon de la communauté qui s'est séparé de la communauté là, pour aller mener des troupes, ou bon, le Witch King, Saruman même, puis la bouche de Sauron là, rentre là-dedans. Là. Toutes les figurines grises qu'il y a physiquement dans le jeu là, comptent comme des leaders en soi. Là.
Fait que par exemple, avec un dé d'action character, cette armée-là ici, là, qui est un petit peu éparpillée, là, puis cette armée-là ici pourrait être déplacée, sans eux autres, évidemment, là, pourrait être déplacée d'une région. Cette armée-là, qui est dépourvue de leader, ne pourrait pas se déplacer avec un dé d'action character. Alors, on dit souvent que les armées qui ont au moins un leader dans leur rang là, sont plus mobiles, sont plus flexibles, sont en mesure de se déplacer puis d'attaquer plus souvent. Parce qu'ils peuvent le faire non seulement via le fameux dé d'action, mais ils peuvent le faire aussi via le dé character. À noter par contre que c'est une grosse différence fondamentale entre le dé character et le dé d'armée. Le dé character ne vous permet que de bouger une armée d'une région. Alors, vous ne pouvez pas faire ce que vous faisiez avec le dé d'action, c'est-à-dire bouger deux armées d'une région chacune. Une seule armée bouge d'une seule région. Évidemment, le leader doit suivre. Si vous décidez de splitter l'armée, au moins un leader doit suivre. Alors, par exemple, si on a un scénario comme ça, puis on utilise un dé character pour bouger cette armée-là, vous ne pourriez pas dire ah, ben je vais bouger seulement les 5 orques, le Nazgûl reste en arrière. Les Nazgûl ont le droit d'exister seuls dans une région, mais dans ce cas-là, c'est pas légal parce que vous avez utilisé un dé character. Alors au moins un leader doit suivre l'armée dans sa destination. Et vous avez les mêmes restrictions, c'est un mouvement. Vous ne pouvez pas traverser de frontières si vous n'êtes pas en guerre. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est exactement la même chose qu'avec un dé d'armée, c'est-à-dire d'attaquer. Mais encore là, vous avez la restriction qu'il doit y avoir au moins un leader à l'intérieur de l'armée et au moins un de ces leaders-là doit participer au combat. C'est le même principe qu'avec le déplacement que je viens de montrer. Là. Si je décide d'attaquer ici avec un dé character, je ne pourrais pas dire ah, mais il y a juste les 5 orques qui attaquent, le Nazgûl n'est pas inclus dans l'attaque. Ça prend au moins un leader parce que vous avez utilisé un dé character, puis le dé character n'est valide que s'il y a un leader qui participe à l'action. Même principe, même si c'est un dé character, vous ne pouvez pas attaquer si vous n'êtes pas en guerre. Donc, c'est à considérer dans vos plans. Ensuite, une action exclusive au Shadow Player. Donc, avec un dé character, le Shadow Player peut décider de bouger tous les Nazgûl et tous les minions qu'il y a sur la map. Et uniquement les Nazgûl et les minions. Aucune unit ne va être déplacée suite à cette action-là. Là. C'est vraiment utilisé, là, si on veut, là, pour redistribuer les Nazgûl, concentrer leurs forces à quelque part. Donc, typiquement, là, ce qu'on va faire, c'est que si, par exemple, on s'apprête à attaquer Osgiliath pour vrai, ben, avant de faire l'attaque à Osgiliath, le Shadow Player pourrait utiliser un dé character et il prendrait tous ses Nazgûl et il viendrait les masser ici avec son armée là, pour avoir là, une bonne force de combat et une bonne force de leadership avant son attaque. Les Nazgûl, bon, ils volent, là, fait qu'ils ont la particularité, puis sont immortels, puis sont immatériels, fait que, donc, ils ont beaucoup d'avantages. Tout ça pour dire que vous pouvez carrément les téléporter sur le board. Ils n'ont pas là, de point de mouvement, là. Vous les mettez où vous voulez sur le board. Les seules régions qui sont off-limits aux Nazgûl, ce sont les forteresses des peuples libres qui ne sont pas assiégées, qui n'ont pas été conquises encore. Au début de la game, par exemple, un Nazgûl ne pourrait pas décider de venir en Lorienne ici. Disons qu'il n'est pas le bienvenu. Par contre, dès que le joueur Shadow là, assiège Lorienne, puis comme on a vu dans l'autre vidéo, là, que les défenseurs de Lorienne s'en vont là, se réfugier derrière les murs, là, ben là, évidemment, les Nazgûl et même les unités du Shadow peuvent être, entre guillemets, à l'extérieur, là, donc dans la région de Lorienne quand même, là, mais en situation de siège par rapport aux Free Peoples. Donc, vous déplacez tous les Nazgûl et tous les Minions. Maintenant, c'est important de comprendre que Saruman est stationnaire. Saruman ne quitte jamais sa fameuse tour à Orthanc. C'est important de comprendre aussi que le Witch King, au-delà de ses habiletés spéciales, est considéré comme un Nazgûl, donc peut se promener lui aussi n'importe où sur le board. La bouche de Sauron, qui arrive en jeu uniquement assez tard en fin de game, là, peut se déplacer, elle, de 3 régions. Et je répète, personne, si on utilise cette action-là, aucune unit ne bouge. Seulement les Nazgûl et les Minions. Seuls. Alors, même ceux qui sont avec une armée,
Je pourrais prendre tous ces Nazgûl-là puis les amener ici. Eux autres ne bougent pas, là. OK, si je veux faire bouger des unités, là, je vais bouger une seule armée d'une seule région. Alors, cette action-là, c'est beaucoup plus, comme je disais, là, pour redistribuer nos Nazgûl sur la map là, pour typiquement les concentrer avant de faire une grosse attaque, là. OK. On passe maintenant à des actions de character exclusives aux Free Peoples. C'est avec cette fameuse action-là que le Free Peoples player peut bouger la communauté de l'anneau. Alors, on va voir tous les détails de ça dans une vidéo parce qu'il y a quand même plusieurs affaires. Il y a la traque de l'anneau là-dedans. Là, évidemment, quand on bouge, c'est pas le succès n'est pas garanti. On peut se faire pogner, puis il peut nous arriver des mauvaises choses. Mais si je vous dirais là, la façon la plus basique que vous pouvez bouger le Fellowship, vous jouez un Character Die, Character Action. Vous avancez ce marker-là de 1 pour dire, dans le fond, que la communauté a bougé d'une région. Le Shadow Player va essayer de vous détecter là, grâce au dé qu'il a consacré à la traque de l'anneau. Et si jamais il ne réussit pas, là, that's it, l'action est terminée. Donc la communauté a bougé, elle est plus loin que sa figurine le laisse croire ici. Elle est peut-être au Trollchase, elle est peut-être au Fords of Bruinen, là, on va le voir. Il y a une petite notion quand même de, pas nécessairement de déplacement caché, là, mais de ne pas être obligé de se commettre le temps que la communauté n'est pas pincée par le joueur du Shadow. Une petite mécanique très intéressante, mais essentiellement, si on décide d'avancer le Fellowship, on bouge ce marker-là de 1. Le Shadow Player essaie de faire une tentative de track de l'anneau. Si ça fail ou si ça réussit, mais que la communauté n'est pas détectée, là, le marker reste ici, that's it. Et une fois que tout ça est terminé, une fois que ce déplacement-là est terminé, ce dé-là ici, le dé que vous avez utilisé pour bouger le Fellowship, s'en vient là, dans la portion de droite de cette boîte-là. Et ça sert à quoi? C'est un reminder que la communauté de l'anneau s'est déplacée une fois pendant ce tour-là. Alors, si elle essaye de se déplacer une deuxième fois, ça va être plus facile pour le Shadow Player de la détecter. Alors, il y a un peu de push your luck là-dedans. Là, plus vous êtes agressif, entre guillemets, avec les déplacements de la communauté dans un tour, plus vous risquez de vous faire spotter par le Shadow Player. On va voir les détails de tout ça, là, mais c'est ce qui fait qu'à toutes les fois, après avoir fini de déplacer la communauté complètement, vous allez mettre le dé ici comme rappel que ça va être plus facile les prochaines fois. Alors, c'est un peu un reminder du nombre de fois où la communauté s'est déplacée pendant le tour. L'autre chose qu'on peut faire avec un character action, imaginez que les porteurs de l'anneau sont ici. Euh, bon, il y a certains résultats. Quand Sauron réussit à traquer les porteurs de l'anneau, là, il y a certains résultats de track qui vont venir, on appelle ça révéler la communauté, là. Ça ne veut pas dire que Sauron sait où ils sont, là, ça veut dire qu'il sait vraiment où ils sont. Euh, Puis là, pendant qu'ils sont révélés, là, la communauté est exposée vraiment à des événements particulièrement pénibles et à des affaires pas le fun. Alors un day character, encore là, permet de cacher le fellowship. Et ça ne compte pas comme un déplacement. Vous ne mettez pas ce dé-là après dans la boîte de la traque de l'anneau, là. Ça ne compte pas comme un déplacement. La communauté s'est cachée tout simplement. Reste dans la même région, mais c'est caché. On va voir les détails encore là quand on va parler plus en détail de l'anneau. Avant-dernière action que vous pouvez faire avec un Character Die exclusive au Fellowship, c'est de séparer un groupe de compagnons de la communauté de l'anneau. Alors avec un des Character, vous choisissez autant de compagnons que vous voulez qui sont encore dans la communauté de l'anneau et vous les séparez. Alors on va dire dans la vraie vie, dans les livres et dans les films, c'est arrivé une fois, ça, essentiellement, là. Ils étaient tous ensemble, puis là, Boromir est mort, puis à un moment donné, là, Frodon a dit je pars tout seul. Puis finalement, Sam l'a rattrapé, puis ils sont partis, là. Alors, il y a eu comme une grosse séparation des compagnons. Dans le jeu, là, c'est vous autres qui êtes aux commandes, là. Vous décidez quand et qui se sépare de la communauté de l'anneau. Alors, vous pourriez garder les 9 jusqu'au Mordor, si vous voulez. Puis vous pourriez encore là, toutes les séparer dès le conseil d'Elrond, pas attendre d'avoir passé la Moria. C'est votre option. Alors, quand vous séparez, vous choisissez combien de compagnons s'en vont.
Alors, je vais faire un petit exemple avec Gandalf et Merry, tiens. Donc, je décide de séparer ces deux compagnons-là de la communauté de l'anneau. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'admettons que ce marker-là est à 4. On va voir les détails dans une autre vidéo. Là. Ça veut essentiellement dire que la communauté est située à 4 cases d'où se trouve sa figurine. Donc, elle est à 4 cases en ce moment de Rivendell. Je décide de séparer Gandalf et Merry. La première chose qu'il faut que je regarde, c'est quel est le plus haut niveau. On va voir l'anatomie des cartes de compagnons plus tard, là, mais pour l'instant, j'attire votre attention sur ce chiffre-là. On a déjà parlé brièvement quand on a parlé du guide de la communauté, là, mais quel est le plus haut niveau des compagnons que je suis en train de séparer? Alors, Gandalf est de niveau 3, tandis que, où est notre bon ami Merry? Il est ici. Merry est niveau 1. Alors, le groupe de compagnons que je viens de séparer va se déplacer à la vitesse du plus rapide. Alors, dans ce cas-là, c'est Gandalf qui est plus rapide. Je sais pas, il met Merry sur son cheval. J'aurais dû prendre Pipin, ça aurait été plus flavorful. C'est ça qui arrive dans le livre. Là. Mais bon, histoire alternative, encore là, c'est Merry qui est parti avec Gandalf. Alors, ils vont se déplacer à la vitesse de Gandalf tant qu'ils vont être en groupe. Alors, Gandalf, niveau de 3, se déplace donc de 3 régions, mais il ne faut pas oublier que la communauté, en théorie, est à 4 cases, est à 4 régions d'où elle se trouve. Alors, concrètement, la façon de faire, c'est que je prends Gandalf et Merry, je les mets dans la région de la communauté, et là, je les déplace du niveau le plus élevé, plus la valeur de ce marker-là ici. Alors là, dans ce cas-là, 3 plus 4, je peux les déplacer de 7 cases à partir de là, 7 régions. Alors, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et m'en venir jusqu'au gouffre de Helm. Alors, ce serait légal. Et j'en parlais dans une autre vidéo, là, la portion micro et macro, là, on suit vraiment les déplacements de Gandalf et de Merry qui, tant qu'ils ne sont pas avec des armées, ne peuvent pas être tapochés par des unités. Alors même si j'arrêtais ici dans la trouée du Rohan, là, Sauron ne peut pas à son tour, là, ou en tout cas Saruman, le Shadow Player, avec cette armée-là, ne peut pas décider Oh, j'attaque Gandalf et Merry qui sont tout seuls. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Ils sont capables de se cacher. Puis évidemment, là, ils n'iront pas se battre à deux contre 100 000 Uruk-hai puis des 50 000 Warg. Là. Fait que uniquement s'ils sont avec des armées, là, ils vont joindre aux armées pour contribuer à un leadership, puis là, sont à risque de mourir. Mais tant qu'ils sont dans une région tout seuls, ils peuvent exister dans une région tout seuls, contrairement aux leaders normaux là, des Free Peoples, mais ils ne peuvent pas être attaqués. Alors voilà, ça mettrait un terme à ce character action-là. J'ai séparé deux personnes donc, je dois les envoyer toutes à la même place. Quand je les sépare de la communauté, là, je ne peux pas les splitter. Ils s'en vont toutes à la même place et ils marchent à la vitesse du plus vite. À noter, puis c'est le cas pour c'est le cas aussi là, pour quand on les déplace. Là. Ben, je pense en fait, je vais en parler tantôt quand je vais parler quand on les déplace, parce que ça met vraiment un terme à cette action-là. Je les ai séparés du fellowship, nombre de régions, le niveau le plus haut du compagnon qui est séparé, plus la valeur de ce truc-là ici. Garder ces cartes-là sur le côté pour tout de suite. Dernière chose qu'on peut faire avec un character action, alors c'est de déplacer tous les compagnons qui sont déjà sur le board, qui ont déjà quitté la communauté. Alors dans une action subséquente, je pourrais jouer un autre character action pour bouger Gandalf et Merry, étant donné qu'ils sont déjà séparés de la communauté. Et là, je pourrais décider de les bouger en groupe ou individuellement. Alors, même principe. Si je les laisse en groupe, ils vont à la vitesse du plus rapide. Si je les sépare, ils vont à leur propre vitesse. Alors, je pourrais amener Gandalf, par exemple, ici, à Edoras, puis je pourrais amener Merry ici. Alors, Merry n'a un niveau que de 1. Merry se déplace d'une seule région. Gandalf aurait pu se déplacer de 3 régions. Je peux l'arrêter à Edoras ou je peux l'amener jusqu'ici. Ne jamais oublier que s'ils finissent avec une armée, là, par exemple, sont à risque. Là, si Saruman décide d'attaquer les guides Lycène, là, ben là, Merry ne se cache pas. C'est quand même un compagnon valeureux, alors il va se battre. Et si jamais l'armée aux Fords de Lycène le mange une volée, le Merry est à risque de mourir. Mais Gandalf, concrètement, ici, là, qui est sans aucune autre armée, là,
n'est pas à risque du tout. Et si je décide qu'ils restent ensemble, ben là, ils vont pouvoir bouger les deux à la vitesse de Gandalf. Et si j'avais Legolas qui était ici, puis si j'avais Gimli qui était ici, encore là, le character action dit une des actions qui est possible pour vous, c'est que vous bougez tous les compagnons qui sont sur le board d'un nombre de régions égal ou inférieur à leur niveau. Alors Legolas, Gimli, son niveau 2 pourrait bouger de 2 régions. Alors Legolas pourrait s'en venir ici, contribuer à la défense de Dale. Puis je sais pas, c'est un peu le monde à l'envers. Gimli s'en vient en Lorien pour contribuer à la défense des elfes. Et encore là, si vous utilisez cette action-là, aucune unité ne se déplace. Vous ne faites que déplacer les compagnons. Alors, on ne bouge pas 50 armées avec ça. Là. Si vous décidez de bouger une armée, vous allez bouger encore une fois une seule armée d'une seule région. Vous ne bougerez pas les autres compagnons qui sont partout. Sur le board, là, toutes les actions que j'ai données, là, ce sont toutes des choix. Ce sont toutes des ou que vous pouvez faire. Bon, le bout que j'ai pas assez proche de dire tantôt, là, c'est qu'à la fin d'un déplacement, si un compagnon se trouve dans une forteresse ou une cité des peuples libres, qui n'a pas encore été capturé, évidemment, ce compagnon-là peut possiblement activer la nation. Et pour le savoir, vous regardez en bas à droite le symbole qui se trouve sur la carte du compagnon. On va commencer par quelque chose de facile. On a ici notre bon ami Grandpa. Alors, Grandpa, le temps que c'est considéré un ranger du Nord, alors lui, il a le symbole du Nord. Il a ce symbole-là ici. Alors, si Grandpa termine un de ses déplacements, par exemple, à Dale ou dans la comté, qui sont les deux seules cités slash forteresses du Nord, le simple fait de terminer son mouvement dans une de ces deux régions-là, là, il va venir activer le Nord. Alors, il est crédible auprès du Nord, il lui brasse la cage, wake up, réveillez-vous. Le Shadow est à nos portes, Sauron est à nos portes, alors réveillez-vous. Alors ça les brasse et ça les active. Et c'est très flavorful. Vous aurez deviné là, que Boromir peut activer le Gondor. Legolas, bon, il peut activer les elfes, mais ils sont déjà activés. Gimli peut activer les nains. Et ce que je trouve très intéressant et flexible, Gandalf le Gris, de par sa grande réputation de magicien qui se promène partout dans les terres du milieu, peut activer n'importe qui. Donc ça, c'est le symbole universel des peuples libres. Et même affaire pour les deux petits hobbits, quand même. Merry et Pipin peuvent activer n'importe quelle nation. Alors, ils sont sympathiques, chaleureux, de bons hobbits. Alors, dès qu'ils terminent, eux autres aussi, leur déplacement dans une forteresse ou une cité des peuples libres qui n'a pas encore été activée, qui n'a pas été conquise, on flippe le marker. À noter qu'aucun compagnon ne peut rentrer dans une forteresse qui est assiégée. Alors, si par exemple, là, en Lorienne, je vais reprendre mon exemple avec Gimli, là. Alors, si la Lorienne il est entre guillemets trop tard et il est assiégé présentement par les forces de Sauron. Et que notre brave Gimli est ici. Là. Alors je ne peux pas décider de déplacer Gimli de 2 cases et après ça là, de l'amener joindre les défenseurs de Lorien. Il n'existe pas de, si on veut, là, de backdoor pour rentrer dans la forteresse et de bypasser là, tous les méchants là, trop tard. Alors, il faut essayer d'amener les compagnons dans la forteresse avant qu'il soit trop tard et avant qu'elle soit assiégée. Il y a des événements qui vont vous permettre de contourner ça, mais encore là, par les voies naturelles, c'est pas possible. Alors, si vous voulez activer là, les nations des peuples libres là, avant qu'il soit trop tard, puis avant qu'elles le soient parce qu'elles se sont faites attaquer, une des façons, c'est de séparer euh, des compagnons de la communauté, puis d'essayer qu'ils terminent là, leur déplacement là, dans les endroits qui peuvent influencer. Alors non seulement, comme on va le voir quand on va regarder les cartes compagnons plus en détail, là, ce sont de très bons leaders et souvent même ils contribuent à la force de combat. Là. Ils ont quand même tué beaucoup de méchants là, dans les livres et les films. Là. En plus, là, ils ont une influence politique sur certaines nations très, très intéressant comme mécanique et très flavorful. Ça fait le tour. La dernière chose qu'on va parler, parce que c'est très à propos, ce sont les anneaux elfiques. Alors j'en parlais, le Free People's Player a les 3 anneaux elfiques à sa disposition au début de la game.
il a le droit d'utiliser maximum un anneau elfique par tour. Et qu'est-ce que ça fait? Quand il utilise un anneau elfique, il peut prendre n'importe lequel de ses dés d'action et en changer la face pour quelque chose d'autre. Alors, si par exemple, il vous reste seulement un character action et que vous avez désespérément besoin d'un muster, bon, ben, le désespoir fait en sorte que vous allez claquer un anneau elfique pour changer ce dé-là pour un dé muster, puis ensuite, si vous voulez, vous l'utilisez. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout de suite, mais si vous voulez, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Alors, vous faites ça quand c'est à votre tour. L'inconvénient, évidemment, dès que c'est utilisé par le joueur des peuples libres, il s'en va de l'autre côté de la clôture. Alors maintenant, l'anneau elfique est en possession de Sauron qui va pouvoir faire la même chose. Sauron aussi est limité à un usage d'anneau elfique par tour. Ça peut être le même tour, par exemple, que le joueur des peuples libres l'a utilisé. Donc, chaque joueur peut utiliser maximum un anneau elfique par tour. Et c'est pas, ils s'en vont pas, là, ben, on s'y repitche pas comme ça là, d'un joueur à l'autre. Une fois qu'ils sont utilisés par Sauron, ils sont out of the game. Alors, c'est utilisé une fois par le Free Peoples d'abord, ensuite par Sauron, ensuite out of the game. Petite restriction, malheureusement pour le Free Peoples player, vous ne pouvez pas utiliser un anneau elfique pour changer un dé pour qu'il devienne un Will of the West. Alors, des fois, comme je disais, là, vous allez attendre, là, ça vous prend juste un Will of the West pour amener Gandalf le Blanc ou Aragorn en jeu, là, puis là, vous embrassez jamais. Là. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser un anneau elfique pour contourner cette affaire-là. Vous allez éventuellement devoir brasser un Will of the West naturel sur vos dés. Au niveau du Shadow Player, il peut prendre un dé et le changer en œil s'il veut. S'il fait ça, le dé s'en va instantanément dans la Huntbox. Alors pour les prochaines tracks de l'anneau dans ce tour-là, le dé va être disponible et de faire ça ne compte pas comme une action, étant donné qu'il a juste changé le dé pour un œil puis que le dé est parti tout de suite dans la Huntbox. Le Shadow Player pourrait faire ça à son tour et ensuite utiliser un des dés qui lui reste pour faire un Event Action, Character Action, Muster Action, peu importe. Alors, par exemple, si vous avez mis juste un dé dans la Huntbox parce que vous vous disiez, hey, j'ai 8 dés, c'est sûr, je vais brasser des yeux. Des fois, ça l'arrive, on n'en brasse pas. Un anneau elfique, surtout si le Free Peoples a pogné beaucoup d'épées là, et prévoit de bouger, faire sprinter la communauté de l'anneau. Là. Alors, un petit anneau elfique là, pour avoir au moins 2 dés dans le Huntbox, ça peut être une bonne idée. À noter que vous ne pouvez pas faire l'inverse comme Sauron si vous aviez mis 3 dés parce que vous aviez peur de ne pas en brasser dans la Huntbox, mais finalement vous en avez brassé 3 puis vous vous retrouvez avec 6 dés dans la Huntbox. Vous ne pouvez pas utiliser un anneau elfique pour changer un œil en quelque chose d'autre puis le ramener dans votre pool de dés qui peuvent être utilisés. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Alors les yeux, vraiment, une fois qu'ils sont dans la Huntbox, c'est pas touche. On ne peut plus rien faire avec. Là. Mais on peut faire l'inverse, prendre un dé qui montrait une autre face puis le changer en œil. Alors voilà, ma foi, ça fait le tour de ce qu'on peut faire avec les dés d'action. On va rentrer dans le détail dans les prochaines vidéos là, de certaines mécaniques là, qu'on a juste survolées. Mais pour l'instant, là, je voulais que vous ayez une très bonne idée de tout ce qui peut être fait. Là, vous savez 80% de ce qui peut être fait avec les dés d'action, puis on va voir les détails là, pour les choses un peu plus compliquées, comme les combats, là, puis les déplacements de la communauté de l'anneau dans des vidéos qui suivent dans la playlist. Voilà, merci de votre écoute.